Nous, ça nous a interpellé au niveau de nos carudes parce qu'on avait un certain nombre d'usagers qui avaient de grosses difficultés d'accès au prélèvement sanguin. Alors, pas uniquement le dépistage, et justement, c'est ce qui nous intéressait, c'est que voilà, quand on est usager de drogue, on n'a pas seulement besoin de dépistage, on a besoin aussi d'autres bilans sanguins. Et donc voilà, on avait d'abord fait un premier constat qui allait d'expériences douloureuses en passant par on n'arrive pas à te prélever, donc dans le laboratoire on va te donner tout le matériel, tu vas le faire chez toi, puis tu nous ramènes ton sang, ou on n'y arrive pas, donc dans des labos à la campagne, donc on sait pas, on peut pas te le faire. Voilà. Donc ça consiste en quoi le prélèvement coopératif, hein. Donc c'est un acte médical qui consiste à ce que le soignant et l'usager, ensemble, choisissent la veine, le matériel, et à ce que le cas échéant, l'infirmière laisse l'usager introduire l'aiguille du prélèvement. Donc comme je vous dis, ça n'a rien de révolutionnaire. Donc certains infirmiers de Caru, de XAPA, enfin, de différentes structures, le pratiquent déjà de manière non protocolisée. Et nous, ce qu'on a constaté du côté, en tout cas, des infirmiers, c'est qu'il y avait un certain nombre de freins qu'on a pu identifier autour de la non-acceptation de collaborer, de coopérer sur ce prélèvement. Donc d'abord, des premiers freins qui étaient liés au statut de l'infirmier. J'ai appris les choses, je sais le faire. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que ça fait partie de mon rôle propre d'infirmier? Est-ce que c'est un rôle délégué? Deuxièmement, l'organisation du service, et nous on l'a vécu atypique. Est-ce que mon médecin référent sera d'accord? Donc simplement pour vous parler un petit peu de notre histoire, c'est que Atypique est un CARUT qui fait partie d'un centre hospitalier. Et on a présenté la démarche à notre chef de service. Alors on appelait ça l'autoprélèvement au départ. On s'est vite rendu compte qu'il valait mieux parler de prélèvement coopératif, de prélèvement accompagné, parce que l'autoprélèvement ça passait pas du tout. Et nous on a eu un refus de notre chef de service, on en a parlé au médecin référent du CDAG qui s'y est complètement opposé. Et pour la petite histoire, on a eu la chance, parce que moi, quand j'ai quelque chose en tête, bon, il faut que ça avance pas toujours. Donc j'en ai parlé une fois à l'agence régionale de santé. Je leur ai parlé de cette expérience qui existait à Toulouse, et puis on ne sait pas comment c'est arrivé là. L'agence régionale de santé qui voulait développer le dépistage dans les CARUD l'a inscrit au schéma régional d'organisation médico-sociale. Donc une fois que c'était inscrit au schéma régional d'organisation médico-sociale, c'était plus difficile à mon chef de service de me dire que c'était plus possible. Donc par contre, il fallait protocoliser. Et donc, un des troisièmes freins chez les soignants, c'est la représentation du monde soignant quant aux compétences des usagers. Donc, en gros, un certain nombre de soignants ne reconnaissent pas le savoir profane des usagers, et c'est quelque chose sur lequel il a fallu qu'on travaille beaucoup. Donc en fait, on a également travaillé, on a monté un collectif, donc moi je ne suis pas infirmier, mais on a monté un collectif d'infirmiers. En gros, pour vous expliquer, dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a quelque chose qui s'appelle le collectif réduction des risques. Donc c'est quelque chose qui est autogéré, où l'ensemble des professionnels peuvent se rencontrer une fois par mois et échanger sur leurs pratiques. Et on a demandé aux infirmiers, ceux qui étaient intéressés pour travailler sur le protocole. Et ce que je vais vous raconter après, c'est le fruit de ce travail de protocolisation. Et puis on se disait aussi que c'était bien beau de pouvoir se dire, bon, à 5-6 CARUD, on va pouvoir travailler là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir généraliser cette pratique. Et donc on a demandé à une étudiante de Sciences Po de faire un travail de réflexion pour nous permettre d'avoir un argumentaire. Et ce qu'il en sort, c'est que justement, la promotion de ce dispositif entre totalement dans ce qu'est l'usage et acteur de sa santé, promu d'une part par toute la réflexion de la réduction des risques, mais aussi par la loi de 2002. Alors, ça d'une part, la promotion du dispositif rentre dans l'usage et acteur, mais elle est freinée. Et je reviens sur la question des représentations, par la loi de 70 qui a généré des représentations souvent négatives, tant au sein de la population générale que du monde des soignants.
Alors, l'idée du travail de protocolisation avait un double objectif. C'était de promouvoir ce dispositif, donc d'une part comme objectif de faciliter l'accès au prélèvement pour les personnes injectrices, mais aussi ce qu'on a vite constaté, c'était de permettre de travailler avec les usagers autour de leur pratique. Alors, autour de leur pratique d'injection, donc désinfection, introduction de l'aiguille. Alors, donc on a travaillé sur un certain nombre de réflexions, de pistes. La première, c'était répondre aux inquiétudes, aux réflexions des professionnels. Donc, est-ce que j'ai le droit de le faire? L'idée de ce protocole, si ça intéresse certains, je l'ai ramené, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Et en fait, les recherches qu'on a faites, c'est que rien ne nous interdit de faire ça, mais c'était des questions qui revenaient souvent chez les infirmiers qui n'osaient pas justement le pratiquer. Donc, écrire un protocole, c'est offrir un cadre. La deuxième idée, c'était sortir de la clandestinité, de la confidentialité. Nous, ce qu'on constatait, c'était que dans une même structure, selon le changement de chef de service ou selon l'infirmier, c'était pratiqué par certains et pas d'autres. Donc, c'est aussi permettre aux structures de pouvoir poser un cadre. Moi, j'ai participé, je ne suis pas soignant, mais j'ai participé à ce collectif infirmier, et ce qui m'a beaucoup marqué, j'étais avec des infirmiers qui étaient motivés pour y travailler, mais qui n'avaient jamais pratiqué. C'est le poids que la technique prenait dans leur réflexion. Comment expliquer ça? C'était, en fait, ils s'enfermaient plus sur le technique, comment on va faire au niveau technique, plus que sur nous, ce qui nous intéressait, c'est comment ça change la relation entre vous deux. Et au fil du temps, plus les infirmiers pratiquent, plus on voit que cette question de la technique devient secondaire. Donc sur ces questions de la technique, c'était alors à qui on propose. Les premières questions étaient à qui on propose le prélèvement coopératif. Est-ce qu'on le propose aux injecteurs? Est-ce qu'on le propose à tout le monde? Est-ce qu'on le propose aux injecteurs ayant un état veineux dégradé? Donc ça a été nos premières réunions, c'était un débat qui a pris extrêmement beaucoup de temps, et où au départ, ceux qui n'avaient pas pratiqué, c'était on le propose à ceux qu'on considère avoir un état veineux dégradé. Et tout ce travail a été de dire voilà, comment on peut être dans une relation de coopération, de collaboration, quand c'est déjà le professionnel qui décide de qui va pouvoir y avoir accès. Donc il y avait une contradiction dans cette volonté de faire coopérer les deux expertises. Et c'est là où on a beaucoup travaillé sur la représentation de certains soignants. Ça aboutit au fait qu'aujourd'hui, c'est proposé à l'ensemble des personnes ayant déjà injecté. Parce que voilà, on peut avoir un bon état veineux un état veineux pas si dégradé que ça, et refuser l'accès au dépistage ou au prélèvement sanguin à cause de mauvaises expériences. Et ça permet aussi pour certains usagers qui sortent du prélèvement coopératif d'avoir retrouvé des veines parce qu'ils ne pensaient plus avoir de veines. Et alors, je ne suis pas soignant, mais au toucher, d'avoir pu retrouver des veines au toucher, et ça, c'est les rassure. Alors, d'autres questions étaient sur quand est-ce qu'on le propose. Et on était toujours dans cette question de je suis soignant et je veux quand même encore avoir une maîtrise sur cet acte qui est un acte qui m'est propre. Donc quand on le propose, est-ce qu'on le propose tout de suite ou est-ce qu'on le propose après avoir essayé et ne pas avoir réussi? Donc ça a été aussi de longs débats, et aujourd'hui c'est proposé à la personne, elle peut introduire l'aiguille tout de suite et il ne faut pas qu'elle attende que l'infirmier n'ait pas réussi. Donc voilà, tout ça, ça a débouché sur une protocolisation où la relation et l'échange de savoir d'expérience doivent être mis en avant. Donc comment ça se passe? Dans un premier temps, l'usager et l'infirmier ont un entretien préalable où l'infirmier va présenter le dispositif. Ils vont choisir ensemble la veine,
ils vont choisir ensemble le matériel et choisir ensemble quel est celui qui va procéder qui va introduire les donc toujours pour rassurer les structures, il y a une feuille, un consentement mutuel que les deux vont signer. Et puis ils se retrouvent pour faire ce prélèvement. Et en sachant que c'est du cas par cas et la plupart du temps, entre ce qui a été décidé au départ et ce qui va se passer dans la réalité, il y a souvent un grand gap. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui faisait peur à un certain nombre d'infirmiers, c'était de se dire que la plupart du temps, ils allaient être dépossédés complètement de l'acte technique et que alors on n'a pas de statistiques, mais en ayant demandé aux infirmiers, dans 90% des cas, c'est au bout du bout l'infirmier qui va introduire l'aiguille. Qu'est-ce que ça nous a apporté nous en termes de résultats? Donc je ne vais pas vous donner de chiffres parce que c'est pas très intéressant. Mais parmi les carudes qui ont intégré le groupe, on a eu un développement de l'activité de dépistage. Certains carudes n'avaient aucune possibilité de dépistage et ça a rassuré leur direction de savoir qu'il y avait un protocole qui était travaillé, c'était travaillé avec d'autres infirmiers. Ça a permis aussi à l'ensemble des carudes d'essayer de trouver des solutions pour faciliter l'accès au prélèvement et au dépistage, et notamment, Pascal en parlait tout à l'heure, la plupart des carudes n'ont pas de médecin référent. Donc c'est essayer de chercher comment on peut avoir des ordonnances. Moi je sais que nous c'est pareil, on fait partie d'une structure qui a un XAPA et un carude. Aujourd'hui, ouais, mais on travaille avec le labo de ville, c'est juste à côté, c'est plus facile et ça arrange. Mais ça aussi, ça arrange tout le monde le prélèvement coopératif parce que avant, les usagers allaient au labo de ville et c'était une galère pour l'usager et une galère pour le labo. Aujourd'hui, le labo est content de voir notre infirmière déposer les flacons. Et donc sur le médecin, voilà, nous on a réfléchi et maintenant on a notre médecin référent qui n'est jamais dans nos locaux, mais qui nous a signé un certain nombre d'ordonnances. Et ça a permis aussi de débloquer un certain nombre de choses dans les carudes. Aujourd'hui, donc, je pense que sur la région Nord-Pas-de-Calais, il doit y avoir 5 carudes, il y a combien 13, 14 carudes dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc 5 carudes qui l'ont mis en place. Et on a été contacté par un centre de soins récemment, généraliste, qui est intéressé par cette démarche. Du côté des usagers, donc qu'est-ce qui se passe? C'est tous ceux qui ont participé, sans exception, en sortent satisfaits, même quand on n'a pas réussi le prélèvement. Et ils reviennent par la suite, et voilà, il peut y avoir beaucoup de discussions autour des difficultés de ponction. Ils en font la promotion. Nous, on a vu arriver dans le carré des personnes qui n'étaient jamais venues, qui sont venues uniquement pour le prélèvement coopératif. Autant à Lens qu'à Dunkerque, on a, alors ça c'est assez comique, des usagers qui sont suivis au XAPA et qui viennent faire leur prélèvement dans le CARUD parce que là il y a le prélèvement coopératif. Et aujourd'hui, il commence à y avoir une réflexion dans le XAPA, c'est est-ce qu'on ne met pas ça en place? Alors au début, on avait des infirmières qui disaient mais nous on s'est bien piqué, il n'y a pas de souci, mais c'était pas la question, mais c'est compliqué quand on est là-dessus. Et aujourd'hui, on a le gastro qui vient nous voir en nous demandant mais votre infirmière elle pique extrêmement bien. On dit bah non, elle pique pas mieux que les vôtres, mais on propose autre chose. Et ça c'est intéressant aussi sur notre volonté que cette technique puisse se généraliser. Voilà grosso modo. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est que les infirmiers ont une place particulière dans les CARUD. Moi ce que je constate, je travaille depuis longtemps dans la réduction des risques, c'est qu'ils ont une place à part et souvent prennent peu la parole, on peut légitimer, enfin ils se trouvent peu légitimes. Et on a terminé ce travail sur le prélèvement coopératif et les infirmiers des CARUD ont décidé de continuer à se retrouver pour travailler sur des protocoles, sur les vaccinations, sur ce qui fait la spécificité de leur métier. Donc voilà, et peut-être pour conclure en fait, sur le travail qui a été mené, et si ça intéresse, vous pouvez me laisser votre adresse mail par une étudiante Anaïs Caillot, une étudiante de Sciences Po.
Elle nous a permis aussi de nous dire que bon, bah, c'est bien beau, nous on a souvent la tête dans le guidon et qu'il y avait un certain nombre de sujets à travailler pour que ça puisse généraliser. Donc elle nous a fait des recommandations dans le cadre de son mémoire où elle nous montre ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment la seringue peut être un objet de concurrence entre l'usager pour le soulagement et le plaisir et le soignant. Donc concernant les recommandations, elle nous incite à travailler sur une échelle du prélèvement coopératif. Et que le prélèvement coopératif, c'est pas l'usager qui introduit l'aiguille dans son bras, dans sa veine. C'est à partir du moment où il y a un échange, à partir du moment où il y a une proposition de choisir la veine ensemble, il y a une proposition de choisir le matériel ensemble, ça peut s'appliquer dans énormément de services. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est dans un labo, c'est peut-être pas facile d'amener cette technique, mais en tout cas, à partir du moment où il y a cette prise en compte, c'est ça qui est important. Elle nous incite à travailler autour de la reconnaissance par les soignants, et c'est vrai que les oubliés de ce travail, ça a été les médecins, et qu'il y a un moment où dans des structures, les médecins peuvent être l'obstacle à la mise en place de cette pratique, en tout cas que cette pratique soit généralisée. Et puis on va commencer à travailler sur la formation initiale, intégrer les écoles d'infirmières pour pouvoir parler de cette pratique. Et puis ben, elle nous fait tout un paragraphe autour de la responsabilité civile et pénale des soignants, où elle démontre un peu justement elle démontre rien, mais où elle dit en gros il n'y a pas de responsabilité particulière. Donc là où on en est aujourd'hui, c'est que l'ARS nous a demandé en 2012 de travailler sur un protocole. On a envoyé le protocole à l'ARS et maintenant, ça fait 3 mois qu'on attend d'être reçu pour savoir comment... Non mais la dernière rencontre que j'ai eue, alors ils me l'ont dit en off, ils nous ont demandé d'y travailler. Aujourd'hui ils nous ont dit ouais mais il va falloir aller voir avec le ministère ce qui est possible. Nous on n'en demandait rien, c'est eux qui l'ont mis en priorité. Donc c'est comment eux peuvent à un moment soutenir cette démarche pour qu'elle soit généralisée. Donc voilà, si vous avez des questions, d'une part. Sinon, si ça vous intéresse, j'ai ramené les documents qui ont été travaillés par le collectif. Je voulais savoir, vous avez dit qu'il y avait des usagers qui étaient venus après, exprès, si j'ai bien compris, pour ces histoires de prélèvement. En fait, comment l'information a circulé? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que vous avez parlé de dépistage et aussi de prélèvement fait dans d'autres buts. Voilà, c'était par exemple, les usagers, ils avaient quoi comme besoin particulier de ce côté-là, en plus du dépistage? Alors, sur l'avenue d'usagers du XAPA, on est dans le bouche à oreille. Hein. On est dans le bouche à oreille. Nous, on n'a pas fait particulièrement de publicité autour de cette question. C'est des usagers qui connaissent d'autres usagers, qui leur en ont parlé, et eux sont venus jusque sur notre dispositif. Et sur les autres bilans sanguins, on a déjà eu des bilans hépatiques, notamment des bilans hépatiques. Voilà, c'est ouvert à tout et on ne veut pas être uniquement sur cette question du dépistage parce que moi je trouve qu'on parle beaucoup de dépistage dans les carunes, c'est bien le dépistage, mais on a un certain nombre de personnes qui ont des pathologies et qui n'ont pas de suivi ou qui n'ont pas de pathologie. Oui, ça peut être, bien sûr, ça peut être, mais bien sûr, oui. Je pense qu'il y a plein d'endroits où ils rêvent d'avoir des usagers qui viennent pour faire des tests de grossesse. C'est pas une démarche facile, là on est pour mais moi je pense qu'à un moment, c'est ce travail qu'on doit faire maintenant, c'est ce travail de communication, c'est rester confidentiel. Alors, tout en restant confidentiel, c'est quelque chose qui se développe. Je vois, nous on a eu un changement de professionnel dans l'équipe, donc en début d'année ça a été plus compliqué, parce que cette relation de confiance aussi qu'il y a avec le professionnel. Mais je vois par exemple à Dunkerque, il y a 2 ans, il faisait 0 prélèvement, en 6 mois c'était 25 prélèvements. Et uniquement du prélèvement coopératif, maintenant c'est proposé. Après on se rend compte, la plupart des usagers, nous, je sais pas, on en a eu 3 ou 4 les mêmes qui introduisent l'aiguille eux-mêmes, mais sinon les autres, c'est toi le professionnel, je reconnais ta compétence, et puis à partir du moment où tu reconnais mes difficultés aussi, et puis on y avance ensemble.